Bonjour, bienvenue à la conférence de presse pour Vie privée, qui a sa première mondiale en compétition au Festival de Cannes. Je suis ravi de vous présenter plusieurs des gens qui nous apportent le film. Je vais vous les présenter en commençant à ma gauche avec la co-scénariste du film. Elle a aussi collaboré au scénario du film L'événement, Anne Béret. Anne. Ouais. À côté d'Anne, un des comédiens nommé 5 fois au César, qu'il a remporté pour son rôle dans Illusion perdue, Vincent Lacoste. Bonjour, merci. Nous ferons un petit saut à l'autre bout de la table avec le producteur. Il accompagne Rebecca Zlotowski depuis son tout premier film, Belle Épine, le producteur Frédéric Jouve. À côté de Frédéric, elle a déjà joué pour Rebecca Zlotowski dans le film Les enfants des autres, 5 mises en nomination au César qu'elle a remporté. La comédienne dans le rôle de Paula Cohen-Solal, Virginie Efira. À côté de Efira, le réalisateur et le comédien, il a été nommé 14 fois au César, qu'il a remporté 2 fois. Il a été sacré meilleur comédien à Cannes. Le réalisateur. Daniel Auteuil, dans le rôle de Gabriel. Bonjour. Un invité, une vedette, un mythe qui n'a pas besoin de présentation. 10 fois nommée aux Golden Globes, qu'elle a remporté 4 fois, en plus d'avoir reçu le prix Cecil B. DeMille. Elle a reçu 5 nominations aux Academy Awards qu'elle a remporté pour son rôle dans The Silence of the Lambs. En 2021, le Festival de Cannes lui a décerné son palme d'or d'honneur dans le rôle de Liliane Steiner, la réalisatrice et comédienne Jodie Foster. Enfin, celle qui est responsable du film, qui a réuni tous ces gens talentueux. C'est son 4e film présenté à Cannes depuis Belle Épine en 2010, qui lui a valu la caméra d'or. La réalisatrice et co-scénariste Rebecca Zlotowski. J'ai pas eu la caméra d'or. Mais on l'a beaucoup voulu. Je n'ai pas eu la caméra d'or, mais on l'a beaucoup voulu. C'est pas grave. Ça, c'est mes rêves, mes projections. Mais j'adore ce fantasme. Installé sur le divan. Est-ce que le désir, ça compte, ouais. Alors, nous avons plusieurs questions dans la salle déjà, beaucoup de gens qui veulent intervenir. Peut-être pour briser la glace, je vais demander à Frédéric, un jour, votre collaboratrice, votre amie, votre réalisatrice arrive dans votre bureau et dit « Je veux tourner avec Jodie Foster ». Quelle est votre réaction? Connaissant Rebecca, quand elle m'a dit ça, je me suis dit en fait, évidemment, on va le faire et ça va être possible. Et pour la petite histoire, en fait, Rebecca avait déjà l'idée, le désir de tourner avec Jodie dans son premier film, Belle Épine, qui racontait l'histoire fantomatique d'une mère disparue. Et à l'époque, quand on préparait le premier film, elle m'avait dit, tu sais, ce dont je rêverais, c'est que ce soit Jodie Foster qui joue le rôle de la mère. Et à l'époque, c'était notre premier... Là, tu m'as un peu moins cru. Là, tu as dit, ouais. Ça ne va pas arriver. Et c'était c'était notre premier film à tous les deux. Et on s'était dit, ce serait extraordinaire, mais un jour, on le fera. Et voilà. Merci. Il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. On va commencer au milieu. Bonjour, Florencia Ángeles, W Radio en Colombie, Mexique et en Espagne. J'aimerais savoir pour Jodie si vous avez eu avant une proposition de tourner en français déjà, et sinon, quand vous avez lu ce scénario de Rebecca, qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez eu dans ce scénario pour dire, allez, j'y vais. Merci beaucoup. Oui, j'ai déjà tourné dans quelques films français, mais jamais un rôle avec tant de paroles. Mais c'était quelque chose que je souhaitais depuis longtemps. Et là, c'était surtout le scénario qui m'a passionné, que j'ai adoré.
Et puis après, j'ai fait un petit festival chez moi, un festival de films de Rebecca Zlotowski. Et là, j'ai adoré ces films. Et puis après, on s'est rencontrés. Elle est venue sur l'avion. Alors tout est, I don't know, tout s'est mélangé comme une tapisserie. Merci. Une question sur l'autre côté, oui. Hi, I'm Rebecca Olsen from One Press TV Sweden. Bonjour. I apologize if this question was already asked because I don't speak French. Okay. Je parle pas français, donc je vais poser la question en anglais. Désolé. For English speakers, Jodie Foster, you are such an icon. Jodie Foster, vous faites partie des icônes du cinéma américain. Qu'est-ce qui vous a incité à tourner en France sur un film français? I really did. It's something I've wanted to do for a long Oui, time. ça and faisait this longtemps que is, j'avais envie de I was just tourner en saying, français this is, en France. the first time that I've Et been in a c'est French la movie where I have so much première fois dialogue, so that was avec a autant de huge textes, challenge de for me. dialogues. Donc ça a été quand même un gros défi pour moi. Et de tourner avec autant de dialogues en français. Et ce qui est super, c'est que quand mon jeu d'auteur, d'actrice, pardon, en français est totalement différent. J'ai une autre voix. Je suis un peu frustré parce que je ne peux pas m'exprimer avec autant d'aisance. Et donc, ça crée pour moi un nouveau personnage. Comment est-ce que vous avez justement créé votre distribution? Est-ce que Jodie, c'était la première? Oui. Et comment C'était le ça- point de départ, oui, bien sûr. Quand on a, pour ceux qui ont vu le film, vous voyez, il y a des films qui s'articulent vraiment, il y a des films de constellation, puis il y a des films vraiment qui sont voilà, guidés par une crise d'un personnage. Enfin, même le scénario que m'avait proposé Anne Berest au début, moi j'en ai changé le titre, mais le titre c'était Liliane Steiner. Et donc c'était vraiment un rôle éponyme, c'était le rôle du film. Et très rapidement dans les conversations, moi ça fait à peu près 15 ans, depuis que j'ai commencé à faire du cinéma, que je fantasme Jodie Foster dans chacun de mes rôles. Donc il faut quand même savoir que je suis folle et obsessionnelle, puisque certains rôles, c'est une fille facile, c'est quand même une cagole dans le sud. Voilà, bon, ça ne sera pas Jodie Foster, certains rôles. Bon. Et là, enfin, c'était notre moment. Donc il y a eu voilà, ce point de départ qui était de dire, ça sera le film avec Jodie Foster, et ensuite j'ai construit avec autant d'intensité le reste de l'échafaudage du film d'une manière quasi musicale. Il y avait deux familles. Il y avait la famille des Cohen-Solal, qui sont la famille de cette femme qui hante le film, qui a disparu, qui était Virginie, qui est aussi arrivée très vite pour moi comme l'image qui hantait le film. Et j'en avais pas... Je pense qu'on n'en a jamais fini avec Virginie Efira de la filmer. Et donc j'ai cherché le chemin pour aller jusqu'à elle. J'ai même réécrit un peu le rôle en me disant, elle va pas venir pour ça. Donc j'ai rajouté quelque chose, j'ajoutais. C'est devenu un peu fantasmatique et étrange. Je suis venu pour 3 mots, Rebecca. Mais tu étais puis, voilà. allongée pendant tout le film, toi. Voilà. Oui, Ça aussi. je l'ai pas fait travailler beaucoup. Voilà, et puis toute la construction de ces deux familles, la famille des Cohen-Solal avec Virginie, avec Luana Bajrami qui est aussi... Il y a beaucoup de réalisateurs aussi chez ces acteurs. Je pense que j'ai un truc bizarre qui est non seulement d'aller chercher des actrices et des acteurs qui vont plus me choisir que moi je ne les choisis. Donc c'est déjà changer le rapport de force dans le casting. Et ensuite, ils sont quasiment tous réalisateurs. Daniel Auteuil, Jodie Foster, Luana Bajrami, qui d'autre a réalisé? Frédéric Wiseman, évidemment. Donc voilà, il vous reste, vous savez ce qu'il vous reste à faire, Virginie et Vincent? Anne, comment est-ce que le projet s'est développé? C'est quoi le point de départ du scénario? Vous l'avez apporté, vous l'avez proposé à Rebecca. Et est-ce que vous changez, vous ajustez les rôles une fois le casting en place? Donc, oui, il y a eu une première version du scénario que j'avais écrite il y a plusieurs années. Et le point de départ était vraiment la question de l'hypnose. Parce que j'ai un beau-père qui a été une légende de l'hypnose. Et qui, après-guerre, a été une des plus grandes figures à un moment donné où l'hypnose était totalement rejetée par la psychanalyse. Et lui s'est battu. Et donc, je me suis plongée, parce que c'était mon beau-père, dans tous ses écrits, ses essais. Et ça m'a fascinée. Et donc, j'ai écrit ce personnage. Et ce qui me fascinait aussi, c'était la question des vies antérieures. C'est-à-dire que j'étais à un moment donné où j'avais l'impression de sentir mes vies antérieures et je ne savais pas si je devenais folle ou si j'allais vers la vérité. Et donc, ce personnage de Liliane est apparu. Et puis, un jour, je lui ai dit... donc, Rebecca et moi, il faut savoir, on se connaît depuis qu'on a 19 ans. 17 même. Ouais. Il y a quelques années. Il y a quelques années. Et un jour, j'ai dit à Rebecca, tiens, tu veux pas regarder ça, ce qui est dans un tiroir? Elle m'a dit, allez, on y va. Et ensuite, on a entièrement retravaillé ensemble. Et en effet, On a l'a ajouté fait à l'enquête. sa main.
Mais le truc qui est drôle, c'est quand même, donc cette femme est complètement folle. C'est-à-dire que c'est vraiment, je pensais à mes vies antérieures, j'étais connectée. Donc ce qui me fascine, moi, c'est la friction, c'est la zone vous avez compris. Donc Anne Berest est non seulement une romancière à succès, mais aussi l'une de mes amies les plus intimes. Et j'insiste sur notre amitié parce que le point de départ de ce film, il naît dans l'amitié. Et elle me voit comme quelqu'un qui est à un moment de ma vie, après un 5e film, où je flotte à chercher un sujet qui ait du sens, qui ait de l'intérêt pas que pour nous, mais de l'intérêt pour tout le monde. Et elle me dit, je pense à ce personnage. Et le point de départ, c'est un peu comme une blague juive. C'est l'histoire d'une psy qui se met à pleurer quand vous lui racontez votre vie. Donc je me dis, ah, génial, j'adore. Voilà une femme qui se met à pleurer, son corps la déborde. Et puis on va essayer de revenir dans l'archéologie de son émotion. Et en fait, on se dit, génial, on va en faire un film, ce sera Jodie Foster. Le titre, moi j'étais obsédée par le titre Vie privée, je me dis, ça, ce film-là, il peut s'appeler Vie privée. Donc tout s'aligne. Et puis je discute avec Anne et elle me dit, donc tu vois, dans les vies antérieures, l'hypnose, je lui dis, mais attends, on est bien d'accord qu'on n'y croit pas. Et Anne me dit, ah mais comment ça? J'y crois pleinement. Et donc ça a été un dialogue entre ma scénariste et moi, aidée de Gaël Massé qui a collaboré au scénario aussi, qui était de nous dire, moi, profondément rationnel, bien sûr trop rationnel, m'identifiant au personnage de Liliane Steiner dans ce film, et Anne Berest, du côté du corps, du côté de cette intuition, de cette possibilité de ces vies qu'on appelle de tous nos voeux, et ça a créé la tension pour moi du personnage de Steiner. Et je pense que c'est la juxtaposition de nos deux obsessions, de certains rapports aussi à des obsessions qu'on partage, à une identité qu'on partage, y compris dans la culture juive, qu'on a fait ressortir du côté plutôt de l'humour juif, que de la lourdeur qui existait un peu plus dans le scénario avant. On fera cette psychothérapie ensemble après, en privé. Et voilà, c'est ça que ça a été le point de départ de l'écriture et cette friction-là qui ont donné les personnages le point de départ. Et c'est un film sur l'amitié, sur le chemin vers l'amitié. Avec un petit peu d'érotisme entre eux. Une question sur le droit. Question here from Brazil. Bonjour, je viens du Brésil. Jodie, Je m'appelle Fonseca. Jodie, merci d'avoir participé. Merci pour Home for the Holidays. Vous en avez été la réalisatrice. Je vous parle de ce film parce que vous êtes une réalisatrice incroyable. Vos compétences de réalisatrice ont quelle influence sur votre jeu d'acteur dans un film comme celui-ci? Rebecca vient d'expliquer qu'elle aime travailler avec des réalisateurs qui sont acteurs aussi. Et moi, c'est la même chose. La plupart de ceux avec lesquels j'ai travaillé apprécient, je dirais, ce panachage, ce doublé, entre guillemets. Les acteurs ont tendance à penser sur le moment, à être dans le présent, alors que les réalisateurs ont un tableau beaucoup plus global. Et donc avoir des acteurs qui sont aussi des réalisateurs sur le plateau. Quand on tourne, ça aide énormément. Et quand on réalise un film et qu'on a des acteurs qui sont réalisateurs, ça vous aide à mieux comprendre où on va. Alors, moi, je me prépare comme tous les acteurs et j'ai pas de formation d'acteur, moi. Je sais pas ce que je fais, en quelque sorte. J'allais jamais aller au conservatoire ou dans une école d'acteurs ou voilà. Je suis pas formé pour ça. Enfin, en quelque sorte. Daniel, je voudrais intervenir justement sur le même sujet. Est-ce que le fait d'avoir réalisé, des films, est-ce que cela a changé votre approche au jeu de comédien, au travail de comédien? Surtout, ça m'a permis de ne pas poser de questions inutiles aux metteurs en scène. Voilà, on gagne du temps. Non, ça a facilité mon travail d'acteur, effectivement. C'est-à-dire que quand je mets en scène, je passe devant la caméra comme je passe devant un truc de photomaton, quoi. C'est-à-dire que je pense davantage aux autres qu'à moi et ça me rend meilleur de ne pas penser. Voilà. Waouh. Je dirais plutôt, peut-être, je pense que c'est surtout ça les rend aussi meilleurs réalisateurs d'être des acteurs. Moi, je trouve que les films des réalisateurs, d'ailleurs, il y en a de plus en plus dans les festivals du monde entier. Moi, je l'ai jamais été, mais je pense que c'est une erreur. Je pense que quand on est réalisateur, on doit sentir aussi dans son corps ce que c'est que d'être acteur, et c'est pour ça qu'ils font parfois des meilleurs films. Nous avons une question sur le côté gauche, je pense. Me.
Is it me? Yeah. Hi. C'est moi. Hi. Bonjour. Helen Barlow from Helen Australia, Barlow. but I live in Paris. Je viens d'Australie, mais je vis à Paris. I'm just wondering, Danielle. Je me pose une question, Daniel. Did you know Jodie before? Vous connaissiez Jodie avant? You have such a good rapport in this film, an Vous avez un easygoing rapport rapport. Did you know each other? excellent How dans did le you film. Vous vous create connaissiez this avant? easygoing rapport? Comment And what is avez-vous your créé favourite cette film of relation Jodie? And Jodie, incroyable? what is your favorite film of Daniel? What did you Et like quel est about working votre together? quel est votre film préféré? Je l'ai connue petite fille dans un film qui s'appelait Taxi Driver. Et ensuite, je l'ai suivi tout au long de sa carrière, sans jamais penser qu'un jour j'aurais la chance et le bonheur de la rencontrer. Je l'ai admirée pendant tout ce temps-là. Et il se trouve que, je ne vais pas dire qu'elle m'a admiré, mais que, comme elle a une culture française, elle a suivi mes films. Et que, quand nous nous sommes rencontrés, nous avions le sentiment de nous connaître depuis toujours. L'autre chose aussi qui a été très forte, c'est-à-dire d'avoir le sentiment de rencontrer son alter ego, c'est-à-dire que c'est vrai, pour la première fois, j'ai rencontré quelqu'un qui avait les mêmes réactions que moi, qui jouait comme moi, qui ressentait les mêmes choses, qui avait à la fois une concentration et une légèreté qui était prête à toutes les cascades, qui était prête mentale, physique, et ça a été une joie, ça a été naturel, c'était comme si effectivement on s'était aimé depuis tout ce temps-là, oui. Oh là là. Oh, well, yes. Take it in. Yeah. Oui. I mean, it is an amazing thing, and I'm sure C'est quand même you guys incroyable. have had this experience as well, Et vous avez where dû you vivre know an actor's work ce so type well, you know their d'expérience. face and where their face Vous is connaissez un gonna acteur, move vous l'avez and vu, how they il joue speak, and bien, of course I've been vous watching connaissez Daniel sa for so many gestuelle, years, all et the Jean bien sûr de que Florette movies, suivez and so many Daniel, movies Jean de after Florette, that. etc. Et tous I les did autres feel films like qui ont suivi. Non, j'avais I felt like he's my l'impression, moi brother or aussi, something. que, It's strange, je sais right? pas, Like, qu'il I était was- mon because I frère, also un had truc comme this ça. image of him as a young man Et as well, and then j'ai I've cette seen image him en over the tête years, so it really de felt like lui, he jeune did feel like homme, a je l'ai family suivi, member. et pour moi c'était comme And un we membre de did- ma we had a famille. good time. Et We- on s'est we bien had a marré, good je time veux dire, making the movie as actors, but we had a good time sitting on in s'est our bien marré en chairs, tant qu'acteur, waiting mais aussi en and dehors, talking about en nonsense. marge du tournage, où on bavardait, où on Je dois parlait dire de que tout et je de suis rien, extrêmement et on a émue, refait le Si monde. je peux ajouter une chose, c'est un plaisir de cinéaste de sentir quand on a sur son plateau, ça n'était pas spécialement prévu à l'écriture, leur amour, cette comédie de remariage, c'était une ligne parmi d'autres dans le film, qui a plusieurs couches, comme vous l'avez vu. Et très vite, en fait, je me suis rendu compte, on s'est rendu compte collectivement qu'il y avait une chimie absolue entre ces deux-là. C'est le cutest meet ever. Et donc frères et sœurs un peu incestuels, mais avec vraiment cette alchimie absolue d'avoir devant moi, peut-être que c'est parce que je les ai beaucoup aimés avant aussi, séparément, mais j'avais la sensation d'un couple classique instantané. Et ce moment-là, dans une carrière de cinéaste, ça n'arrive pas souvent, on peut le forcer. Parfois ça arrive, parfois on l'a pas, voilà, parfois on n'aime pas les acteurs, mais ça fonctionne. Voilà. Et là, c'est un couple classique instantané. Et si le film peut retenir ça, je me souviens de ma monteuse qui m'appelait tous les soirs en me disant filme plus, filme encore, filme une autre scène avec eux, il faut tout filmer avec eux. Et je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu vous réunir. Et Fira, je vous demanderai, votre personnage est tellement lumineuse, vous êtes lumineuse à l'écran, votre personnage a tant de grâce, pourtant elle cache un côté sombre pour un côté obscur. Comment est-ce qu'on joue les deux facettes, enfin vous arrivez à tremper tout votre entourage? On la voit pas complètement avec tout son entourage, hein. On la voit surtout avec sa psychanalyste, et ça pourrait mettre en exergue de est-ce qu'on se montre vraiment toujours tel que l'on est? Qu'est-ce que c'est être tel que l'on est chez son psychanalyste? Est-ce que vous avez vu le film, donc mais on voit que le personnage de Jodie fait un léger transfert inversé sur elle, mais je pense qu'elle le fait elle aussi. Et ça me ramène à moi qui ai fait des sortes de psychanalyse en pointillé. Et il y en a une qui n'a pas du tout fonctionné. C'est quand je voulais absolument que mon psy me trouve intelligente. C'était le meilleur moyen de ne pas l'être. Et puis de ne pas du tout entamer une psychanalyse. Donc je ne sais pas, peut-être qu'elle voulait un récit qui plaise aussi à Liliane. Donc elle cachait des choses. Elle en disait d'autres. Ce
qui est merveilleux dans le film, c'est toutes les couches et c'est tous les récits possibles sur chacun. Et puis surtout, forcément, sur la disparue. Merci. Question sur le côté droit. Oui. Bonjour, je m'appelle Yael Kahn, donc je suis journaliste française. Ma question, elle est pour vous, Jodie Foster. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage de Liliane Steiner? Est-ce que c'est toute cette profondeur psychologique, cet univers introspectif, et aussi toute cette question de la filiation qui est très importante? Et comment aussi, avec vous, Rebecca Zlotowski, comment ça s'est passé sur le tournage? Est-ce que vous proposiez parfois des aspects du personnage à Rebecca voilà. Bon, il y a tellement de choses que j'ai adorées chez Liliane, mais c'est surtout le fait que c'est quelqu'un de mon âge, en fait, qui arrive à un certain moment où elle est un peu stuck dans son métier. Elle n'écoute plus, elle est bloquée. Et qu'à travers cette investigation qu'elle fait avec son ex-mari, qu'elle arrive à l'investigation sur un meurtre qui finit par être une investigation sur soi. Et elle doit transformer. Elle voit qu'elle doit transformer. Et là, enfin, une des choses que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'à la fin, cette investigation qu'elle fait envers elle, ça révèle pas une chose énorme. C'est pas ah oui, la molestation ou l'amputation ou je sais pas quoi. Mais c'est vraiment les petits détails qui font partie de qui nous sommes et qui se révèlent quand on a le courage de s'y mettre. Et c'est ça ce qui m'a intéressé chez elle, c'est sa transformation. Merci. Sur le côté gauche, il y a une question. Et sur la deuxième partie de votre question, sur comment la conversation s'est faite autour du personnage avec Jodie, pour moi, c'est un travail, et je pense qu'on a partagé ça comme des personnes disciplinées et travailleuses avant. C'est qu'il y a un moment du tournage, y compris pour moi, les films que je fais sont des films qui n'ont pas 6 mois de tournage. Et moi, j'aime quand on a la possibilité d'être tous d'accord avant de tourner, et puis ensuite on tourne. Et dans le moment du tournage, on peut avoir de la surprise, et ça peut créer d'autres conversations sur le personnage, mais tout est décidé un peu avant. Ouais. Et donc ces conversations, on les a eues avant. On a marché dans la ville. Jodie est arrivée à Paris dans l'été, il faisait très chaud. On marchait à côté on avait un lieu de prépa derrière le boulevard Raspail. Je deviens très technique, je suis désolée, surtout pour ceux qui n'ont pas le plan. On était au 26. Je me souviens, il y avait un petit peu d'ombre. Enfin bref, je suis partie dans un truc, mais c'est vrai que c'était un moment assez émouvant pour moi d'avoir la liberté, y compris, j'imaginais pas que Jodie pouvait aussi se balader aussi librement, parce que c'est quelque chose qu'on décide. Elle se balade librement dans Paris. Et on a marché, on a parlé. À Los Angeles, quand je suis venue te voir, j'ai sauté dans un avion quand tu as dit peut-être. Des bouquins. On a acheté des livres, ouais. C'est vrai. Donc vraiment super boring comme après-midi. on va les perdre. Après, on allait faire des trucs hyper sexy, sympas et tout. Voilà. Donc voilà, on a parlé de ça avant. Je remarque aussi une chose, c'est que dans les conversations sur le personnage, si ces choses ne sont pas décidées, je pense avant, on peut pas partir. Il n'y a pas de pacte sur le film. En revanche, après, on peut atterrir comme un chat quand on a un problème de décor, un truc. Mais ça doit quand même être solide. Puis il y avait la langue, le confort de pouvoir parler français. C'était presque trop de plaisir pour moi. Merci. Prochaine question. Oui, bonjour. Loric de Cannes Les Reims TV. On est content justement de vous accueillir ici. J'avais une question pour Rebecca. Vous avez, on parlait justement de la partie décision, la partie technique. Vous avez souvent collaboré avec le chef opérateur Georges Le Chaptois. Dans une interview qu'il a accordée, il explique qu'il adore faire des films simples avec l'anamorphique, des films justement en caméra à l'épaule. Dans ce film, on ressent cette patte-là. Est-ce que c'était un choix en commun ? C'est le 6e. Je suis heureuse de dire en public mon admiration pour Georges Le Chaptois, qui est mon chef opérateur depuis mon tout premier film. On a absolument tout fait ensemble, y compris la mini-série que j'ai faite pour Canal+, qui s'appelait Les Sauvages. Et c'est vrai que c'est un homme, donc il est d'origine chilienne, malgré le nom qui est un nom très français, mais c'est un Chilien qui vit en France depuis maintenant plus de 40 ans. Et il vient de l'école de l'analogie, qui vient de la pellicule. Mais j'allais dire comme moi, même si on n'a pas le même âge.
Mais moi, j'ai commencé avec du 35 mm, j'ai commencé avec une pensée donc de ces focales qui étaient donc le 2.35, on voulait du scope, voilà, c'était mon fantasme de cinéma avec lui. Et on a toujours recherché ça, même si notre premier film avait 3 focales, on a tout fait en 50, en 25, avec Belle Épine, on était pauvres. Puis ensuite, on a progressé au fur et à mesure des budgets, mais ça reste. On a découvert ensemble la façon d'hybrider avec le digital. Lui, il était réticent. On a abordé le digital ensemble, le numérique, parce que comme la chaîne de post-prod, elle est numérisée, eh ben, on pouvait avoir les deux. Donc j'ai fait aussi un film avec du 35 et du numérique sublime sur les peaux en intérieur, et évidemment le 35 sublime sur les peaux au soleil. Je pense que Georges est l'un des chefs opérateurs et des cadreurs les plus forts à l'épaule, parce qu'il a la distance avec les acteurs. Ça ne l'intéresse pas. Si vous lui demandez de faire un paysage, il n'y a plus personne. Je suis là, oh, Georges, on en a quand même besoin. Mais seuls les corps l'intéressent. Donc c'est passionnant. Et en même temps, au fur et à mesure, on a mis vraiment sur branche, parce que aussi c'est lourd, une caméra. On avance, c'est difficile de faire tout un film à l'épaule, et puis il faut penser la mise en scène différemment. Et aujourd'hui, pour moi, c'est le plus grand opérateur de la lumière aussi. Et à l'époque, il y avait des cadreurs et des chefs opérateurs de la lumière. Je pense que moi, dans le monde, je ne vois personne qui éclaire d'une manière aussi... D'abord, en plus, tu as vu, rapide. Oui. On fait, je sais pas, une vingtaine de plans par jour avec une seule caméra. Donc c'est vraiment quelqu'un, voilà. Et après, on a un petit problème de télépathie avec Georges Duchaptois. C'est que c'est devenu tellement intime. Moi, je peux le dire, il m'a appris la mise en scène. C'est-à-dire que c'est vraiment dans la conversation qu'on a ensemble, dans des choix d'évidence, de luisance, d'aller de plus en plus en longue focale, de voir des principes qui prédominent un film, mais qu'on fait jamais de manière théorique, malgré mon côté à moi très théorique. C'est le seul collaborateur avec qui je m'autorise à être parfaitement intuitive, à pas découper en amont. Et on découpe, on a des grands principes, on sait ce qu'on aime. Et sur le plateau, on découvre ensemble. Et en fait, à la fin, ça devient vraiment un film de lui et de moi à chaque fois. C'est un très grand collaborateur. Vincent, j'aurais une question pour vous. En regardant votre personnage que vous vivez aux mains de votre mère, qui n'est pas toujours idéale, c'était comment pour vous, ce rapport? Alors c'était exceptionnel, mais c'est surtout comment dire, moi mon personnage, il accueille, il accueille sa mère et ce qu'elle a à lui dire, et juste il est en réaction, quoi, d'une certaine manière. Et d'ailleurs dans en fait il est assez comment dire, affligé, on peut dire, parce qu'elle lui dit, et son manque d'empathie vis-à-vis de lui, vis-à-vis de son fils, et donc ça à jouer, c'est hyper amusant, quoi, surtout quand on a des scènes aussi bien écrites et une actrice aussi exceptionnelle en face que Jodie Foster. Donc c'est juste, moi j'ai fait exactement comme ce personnage. J'ai écouté, j'ai accueilli et j'ai été affligé aussi, mais après, mais pas seulement aussi. J'ai été en tout cas, voilà, juste en réaction, et c'était des moments extraordinaires. Merci beaucoup. Une question sur la droite. Oui, bonjour, Constant Carbonel de Belgique. J'ai une question pour Virginie Efira. Je voulais vous demander comment on travaille pour faire exister un personnage qu'on voit finalement peu à l'écran, mais qui reste essentiel à l'intrigue. Et je me permets aussi juste une question pour Jodie. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour faire un film en français? Merci. Moi aussi, je me pose la question. Je crois pas que l'acteur prenne en compte la question de comment faire pour qu'on se souvienne de moi, ou tiens, je joue dans un flashback. Est-ce qu'il y a une manière de jouer le flashback à te souvenir? Franchement, c'est Rebecca, c'est sa monteuse aussi. Ça serait moi, je ne savais pas, parce que ce qui était très chouette hier pour moi, c'était de découvrir le film. Souvent, je le vois avant, et là, comme j'avais un petit rôle, je me dis, je vais me garder ce plaisir-là. Et du coup, j'ai découvert le côté fragmenté de ce personnage. Mais j'ai pas joué le fragment, quoi. Ou alors, je sais pas comment il faut faire. Peut-être que je demande à Jodie, je ne sais pas. Voilà. Jodie, pourquoi pas en français avant? Moi, je veux juste continuer, parce que pour moi, c'était ce personnage de cette femme. On en parle constamment dans le film. On n'en parle que de Paula pendant tout le film. Et tout le monde a leur projection sur elle. Et c'est la raison que Virginie était tellement bien dans le film, parce que c'est quelqu'un de qui on s'en souvienne, qui marque. Et qui marque de plein de différentes façons, parce qu'elle a de l'humour, elle est
elle a aussi une sorte de profondeur. Excuse-moi, hein, tu fais comme ça. Elle est profonde et elle est mystérieuse. Et pour moi, enfin, en tant que Liliane, le personnage de Liliane, c'est vrai qu'il y a des patients qui sont rares pour un psychothérapeute, mais il y a des patients qui vous, instinctivement, inconsciemment, donc vous êtes absolument attiré vers cette personne et vous ne savez pas pourquoi. Et il y a une sorte d'amour, un transfert entre ces deux personnages. Et le fait que son personnage lui ment, ou elle lui omette, je ne sais pas comment on dit omette, elle ne dit pas, elle ne dit pas tout. En fait, le personnage de Paula, c'est quelqu'un qu'on ne connaît qu'à travers son influence sur les autres personnes, la réfraction sur les autres personnes. Et de toute façon, tout ça, je trouve ça fascinant. Voilà. Pourquoi j'ai pas fait un film en France? J'en ai fait des films et des petits rôles. J'avais peur. Voilà, j'avais peur. Et il y avait beaucoup de premiers metteurs en scène qui me proposaient des projets, mais j'avais trop peur de faire un film de premier metteur en scène. Parce que comme je commande pas entièrement la langue, je voulais que ça soit quelqu'un qui a plus d'expérience. Et c'est peut-être la raison que j'ai dit non avant. Mais j'ai peut-être dit non, mais je me souviens pas. Alors, Elle t'a dit non à toi? Ah bah oui, mais Ouais, je suis même moi pas aussi, sûre. mais moi aussi, elle m'a dit non. Non. C'est vrai? Si, je lui ai proposé un film, mais c'est il y a quelques années. Mais je dois dire que j'ai reçu une lettre. C'est la plus belle lettre de refus de ma vie que j'ai reçue. C'est vrai. C'était magnifique, magnifique. Oui. Si tu l'as, je l'ai perdu, mais on était heureux qu'elle refuse tellement c'était beau comment elle refuse. Donc elle avait peur. Et Rebecca, il faut que je te dise la vérité. Sur Belle Épine, en fait, la lettre, on l'a jamais envoyée. Non. Je te jure. T'es sérieux? Oui. Ah bon. Wow. Je plaisante, on va côté. Ah ouais, parce que t'y croyais vraiment pas. Absolument pas. C'est intéressant. Comme, mais là, mon mari m'a dit quand même, mais ce sera pas Jodie Foster dans ton film. Je dis, mais on verra. Et ben voilà, j'ai compris. C'est fou, dis donc. Bon, on a solutionné le mystère, mais elle l'aurait pas fait. C'était un premier film. No regrets. Il y a une question sur le côté gauche. Bonjour, Serge Bellage, journaliste français. C'est une question pour Jodie Foster. Vous avez souvent joué dans des rôles très chargés psychologiquement. Est-ce que ça vous tenterait de rejoindre le style de film de Daniel Auteuil, de faire une comédie avec lui? Ah, j'adorerais faire une comédie avec Daniel. Oh, ce serait bien. Hein. On pourrait faire Vie privée 2. On en parlait. Vie plus privée. Plus privé encore. Mais oui, c'est une chose que j'ai découvert un petit peu. Enfin, c'est vrai que j'étais très sérieux en tant qu'adolescente et puis quand j'étais plus jeune. Et là, c'est une chose que j'ai découvert. Plus je vieillis, j'ai envie d'être plus légère et aussi de faire des films qui parlent d'autres personnes. Quand j'étais plus jeune, je voulais faire que des films qui parlaient de moi, bien sûr. La personne la plus intéressante dans mon cerveau. Mais là, ça a changé. Là, ça me donne tellement de joie d'écouter des voix nouvelles, masculin, féminin, nouvelles, et de soutenir les performances des autres et d'être la vieille qui vient et qui dit t'inquiète pas, ça sera ok. Wow. Tellement badass. Rebecca, est-ce que je pourrais vous poser la question sur quelques noms de famille dans le film Liliane Steiner, Solal Cohen? D'où sont venus ces noms? Liliane Steiner, c'est venu d'Anne Berest. Mais j'ai aimé parce que Stein, en allemand, c'est pierre. Donc elle avait quelque chose de solide, quoi. Solide comme un roc, pour ceux qui aiment la chanson. Et ensuite... Merci. Et ensuite, j'ai une espèce de... Bon, je suis légèrement fétichiste. Je pense que les réalisateurs, c'est difficile de pas l'être parce que comme chaque décision est une décision réfléchie, c'est pas juste un fétichisme pour faire la maline voilà, je suis pas fétichiste dans ma vie civile, mais il se trouve que quand on réfléchit chaque décision, elle doit avoir un sens à un moment. Si bien que les noms des personnages, ça finit par dessiner, pas comme dans La Recherche du temps perdu, des clés avec chacun, mais il y a parfois des clés mystérieuses. Par exemple, Chérence dans le film. Pour ceux j'ai découvert, j'écrivais que L'endroit de la double vie de Mathieu Amalric
était à Chérence, ce lieu. Et en fait, j'ai découvert un matin, en me réveillant, que c'était le lieu aussi où ma marraine avait une double vie. Elle m'excusera de le dire, elle a 90 ans aujourd'hui, 85 ans. C'est une femme exceptionnelle, pardon Aline. Mais c'était vrai, c'est quelque chose qui m'a construit. Donc, une double vie, c'est Chérence. Steiner, bon, il y a beaucoup de judéité dans tous les noms de ce film parce que c'est les constellations dans la judéité de ces familles-là. Cohen-Solal, Haddad pour le côté méditerranéen que pour moi Daniel a apporté aussi au personnage. Vincent, c'est Haddad Park puisqu'il est marié à Jimin Park dans le film. Et j'aimais l'idée qu'il ait pris le nom de sa femme, donc ça avait du sens. Et Cohen-Solal, parce que pour moi, ça déploie un imaginaire ni tout à fait séfarade, ni tout à fait ashkénaze, profondément tragique. Je ne sais pas pourquoi. Je sais que les Cohen n'ont pas le droit de rentrer dans les cimetières. Et c'est... Ouais, a priori, mais bon, tout le monde se sent libre. En général, les Juifs rentrent facilement dans les cimetières. Mais ouais, normalement, c'est... Donc voilà, c'est bien comme ça, mais chaque nom aurait un sens. Et Friedman... le Perle Friedman, joué par Aurore Clément, qui est aussi une réminiscence sans doute de la Comte Lucien, de Louis Malle qui a donné le titre Vie privée. Donc tout ça, en fait, ce sont des moments où on suit son intuition, mais son intuition est souvent un chemin qui fait sens. Et elle s'appelle Friedman comme tous les personnages de mes films, parce que c'est un trajet de libération et c'est un bon projet pour un personnage. Donc ça vient comme ça. Il y en aura d'autres, peut-être que je vais avoir plus d'imagination. On a hâte pour la suite, pour les autres. Malheureusement, c'est tout le temps à notre disposition. Un grand merci à nos invités d'être venus. Merci pour le film.